Bonjour à tous. Cette vidéo est un résumé en plusieurs extraits des moments marquants de l'atelier qu'on a réalisé en novembre 2024 lors de l'événement Convergence organisé à Carcassonne par le Comité régional du tourisme et des loisirs Occitanie. Le but de cet atelier était de décrypter la nouvelle loi PPL 1176, dite loi Lemeur ou loi anti-Airbnb, qui a été votée le 7 novembre 2024 et qui sera applicable à partir du 1er janvier 2025 aux particuliers loueurs de meublés en location saisonnière. L'atelier était animé par le CRTL Occitanie. Il y avait une cinquantaine de participants dans la salle. Et l'expert qui intervenait à distance était Baptiste Bochard, juriste chez J2DM, je déclare mon meublé.com, leader de la fiscalité des meublés. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors je me présente très rapidement. Je m'appelle Baptiste Bochard. Je suis effectivement juriste pour Je déclare mon meublé et avant cela, et même toujours un petit peu actuellement, j'enseigne à l'université. Je déclare mon meublé, donc c'est une plateforme, c'est une société qui a pour but en fait de faciliter l'accompagnement fiscal des loueurs en meublé qui sont au régime réel. La loi Le Meur a été votée, donc je vous propose de vous en parler plus en détail afin que justement vous ayez ensuite après toutes les clés en main pour que pour que vous puissiez avoir un débat. La loi Le Meur vient d'être votée, elle a été votée les 5 et 7 novembre par le Sénat et l'Assemblée nationale. Pour celles et ceux d'entre vous qui la connaîtraient un petit peu moins bien, en réalité, c'est un projet dont on entend parler depuis effectivement pratiquement 2 ans. Son élaboration a commencé en avril 2023, donc sous la houlette de deux députés, qui sont bien évidemment Annaïg Le Meur, hein, qui lui a donné son nom, et Iñaki Echeniz. Elle a été votée à l'Assemblée nationale en janvier 2024 et au Sénat en mai 2024. Sauf que comme les deux versions du texte ne concordaient pas, eh bien, le texte de la loi a dû passer par une étape supplémentaire, celle du passage en CMP, en commission mixte paritaire. Ça, c'est quelque chose qui aurait dû intervenir vraiment cet été, au début de l'été, aux alentours du mois de juin. Sauf que la dissolution de l'Assemblée nationale ayant eu lieu, ça a été reporté et ça a finalement eu lieu à la fin du mois d'octobre. La CMP a, sur la base des textes proposés à la fois par l'Assemblée nationale et par le Sénat, établi un texte de compromis, texte qui justement a été voté les 5 et 7 novembre dernier et qui donc du coup incarne la version définitive de cette loi, qui n'est donc effectivement plus un projet de loi, alors enfin plus une proposition plutôt. Donc vous la connaissez en réalité sous de nombreux noms, hein, puisque cette loi Le Meur, on l'appelle aussi selon à qui on parle, loi anti-Airbnb, loi visant à remédier au déséquilibre du marché locatif en zone tendue. On peut l'appeler aussi la PPL 1176 du nom de son numéro de proposition, ou encore la loi visant à réguler les meublés touristiques. Donc finalement, tous ces noms-là, c'est le même texte, et ce texte, dans sa version finale, eh bien, il a 4 points sur lesquels il tente d'agir pour encadrer l'activité de location saisonnière. Le premier, c'est bien évidemment de donner aux communes un nouvel arsenal réglementaire pour mieux encadrer la pratique de la location des meublés de tourisme. Le deuxième point, c'est le rôle des copropriétés qui maintenant vont avoir un rôle renforcé dans la possibilité ou non pour les loueurs de mettre un logement en location sur la courte durée. Autre point extrêmement très important, c'est le fait que le DPE, ce fameux score de DPE, fasse son entrée pour la location de courte durée, alors avec un délai quand même un petit peu plus large, évidemment, je vous en parlerai plus en détail. Et enfin, dernière chose, ce sont de nouveaux changements pour le régime microbique pour les loueurs de meublés de tourisme, puisque le régime microbique est l'un des deux régimes fiscaux dont on peut relever quand on fait de la location meublée non professionnelle, eh bien, connaît maintenant depuis un petit peu plus d'un an, depuis la loi de finances 2024, un certain nombre de changements qui visent à diminuer son attractivité pour les loueurs de meublés de tourisme. Et donc cette loi propose de nouveaux changements. Le nouveau rôle des copropriétés. Alors cette loi, elle apporte 3 changements pour les copropriétés. La première, c'est que toute nouvelle mise en location d'un meublé de tourisme devra, à partir de l'entrée en vigueur de la loi, faire l'objet d'un point d'information par le syndic, qui sera évidemment inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la copropriété. Donc ça, c'est plutôt l'obligation de mettre en place un point d'information. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va changer grand-chose pour les nouveaux loueurs. Deuxième modification, effectivement, qui elle ne vaut que pour l'avenir, c'est que maintenant, tout nouveau règlement de copropriété devra expressément préciser l'autorisation ou l'interdiction de mettre en location des meublés de tourisme dans la copropriété.
Dernière chose, et là, c'est vraiment l'inconnu et ce qui risque peut-être de faire naître un certain nombre de litiges au sein des copropriétés, c'est que la loi prévoit que dans les copropriétés où le règlement mentionne déjà l'interdiction d'affecter un usage commercial des lots qui ne sont pas à usage commercial, alors pour le préciser, hein, il y a plusieurs usages en droit français. Il y a évidemment l'usage d'habitation et l'usage commercial. Et ce qui est un petit peu, enfin, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand on fait de la location sur la longue durée, on est considéré comme ayant un local à usage d'habitation, mais quand on fait de la location sur la courte durée, on est considéré comme ayant eh bien, un bien à usage commercial. C'est pour ça que quand on fait de la courte durée, le lot passe à usage commercial. Et donc dans ces copropriétés dans lesquelles eh bien, justement le règlement de copropriété interdit déjà d'affecter un usage commercial des lots qui ne seraient pas à l'origine destinés à un usage commercial, eh bien, la modification du règlement de copropriété qui viserait à interdire la location de courte durée pourrait être adoptée à la majorité des 2 tiers des voix. Donc, autrement dit, 2 tiers des voix dans une copropriété pourraient interdire la mise en location de meublés sur la courte durée, sauf attention, sauf pour les résidences principales. Par contre, un changement qui, lui, va bien avoir lieu, ça va non pas être auprès des copropriétés, mais auprès des démarches à faire auprès de la mairie, puisque à partir de l'entrée en vigueur de la loi Le Meur, toute mise en location d'un meublé de tourisme devra obligatoirement s'accompagner de la demande d'une autorisation préalable soumise à enregistrement. Alors pourquoi est-ce que c'est un changement? Jusqu'à présent, quand on veut mettre en location un meublé de tourisme, il y a 2 possibilités. C'est, est-ce que, enfin qui vont dépendre finalement de l'endroit où est situé le bien. Globalement, si le bien est situé sur le territoire d'une commune qui applique la réglementation sur le changement d'usage, on doit demander une autorisation préalable soumise à enregistrement. C'est une démarche qui se fait auprès de la mairie, qui se fait en ligne et qui permet en fait de délivrer un numéro d'enregistrement au loueur. Ce numéro, il doit obligatoirement le faire apparaître sur les annonces de mise en location. Si eh bien, le bien que l'on compte louer n'est pas situé sur le territoire d'une commune qui applique la réglementation sur le changement d'usage, dans ce cas-là, il restait simplement à faire une déclaration, alors qu'on appelle déclaration simple par abus de langage, tout simplement pour la distinguer de la déclaration préalable soumise à enregistrement. Donc il y avait finalement 2 régimes possibles selon la commune où se situait le bien et la réglementation qu'elle appliquait. Le but de cette loi, c'est de mettre fin à cette distinction. Maintenant, peu importe où se trouve le bien, il faudra faire une demande d'autorisation préalable soumise à enregistrement. Pour faciliter cela, il est prévu eh bien, qu'un téléservice national de déclaration soit créé. Donc nécessairement, puisqu'il faut attendre la création d'un téléservice national, la date précise de l'entrée en vigueur de cette mesure, justement, reste encore à déterminer puisqu'elle ne va pas pouvoir s'appliquer tant que, finalement, il n'y a pas de moyens matériels de la mettre en œuvre. Justement, puisque les communes pourront, mieux suivre, en fait, leur offre, c'est là que cette mesure va permettre, en fait, cette mesure, donc cette obligation, finalement, d'obtenir un numéro d'enregistrement et de se déclarer auprès de la commune, va permettre aux communes de pouvoir décider de mettre en place d'autres mesures réglementaires qui, justement, sont également prévues par la loi. Donc au premier rang desquelles des résidences principales qui pourront désormais voir leur limite, la durée limite de mise en location des résidences principales passer à 90 jours contre, les 120 actuellement. Il y a un autre changement prévu dans cette loi, alors là, qui ne va pas nécessairement concerner les loueurs actuels, c'est la possibilité pour les communes de délimiter des zones, dans lesquelles toute nouvelle construction ne pourrait être réalisée que si le logement sera occupé à titre de résidence principale. Donc quand on parle d'acheter évidemment, du neuf, enfin vraiment de la construction nouvelle ou même de faire construire, il faudra bien se renseigner à l'avance, sachant qu'on parle ici de zones, pas nécessairement tout le territoire de la commune. Donc on pourra avoir comme ça des petites zones qui seront délimitées dans lesquelles, toute nouvelle construction, encore une fois, ne pourra être occupée qu'à titre de résidence principale. Autrement dit, pour, les besoins, bah, du propriétaire ou bien louer, mais cette fois-ci sur la longue durée, puisque en courte durée, ce n'est pas de la résidence principale. Et enfin, dernier changement qui, lui, pourra vraiment avoir des conséquences aussi aujourd'hui pour des gens qui pratiquent déjà la location, c'est justement sur la base de ces données supplémentaires que les communes vont recueillir, ce sera la possibilité pour elles de mettre en place des quotas pour limiter le nombre de logements loués sur la courte durée sur une certaine aire géographique. Donc là, encore une fois, on parle d'aire géographique, on ne parle pas nécessairement de tout le territoire de la commune. Évidemment, les communes pourront aussi choisir, mais ça c'est déjà le cas, de mettre en place des limitations, par exemple de considérer que une personne ne peut pas mettre en location plus de 2 meublés de tourisme. Ça pourrait effectivement être le cas, c'est déjà des situations qu'on a pu croiser. Une personne qui voulait mettre en location 3 biens, finalement, elle a eu l'autorisation de n'en mettre que 2 en location, puisque la commune avait mis une limite à 2 par personne. La question du DPE. Jusqu'à présent, le score de DPE, il n'était important que pour la location de longue durée.
c'est quelque chose qui était présent dans une loi de 2021 et qui a été précisé pour, les biens meublés par un décret de 2023. Cette loi, elle a fixé un calendrier de mise en conformité de la performance énergétique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, la note de performance énergétique entre dans les critères de décence du logement. Donc en fait, en dessous d'une note minimale, le logement n'est plus considéré comme décent et donc n'est plus autorisé à être mis, en location, ce qui est tout à fait logique. Ce qui est prévu, c'est que les meublés de tourisme soient soumis à, ces mêmes exigences. Pour autant, effectivement, il serait un petit peu compliqué de leur demander, notamment pour les classes CG, de se mettre en conformité au bout de 2 mois, enfin pour être prêt, au 1er janvier 2025 pour les classes CG. Donc, la loi prévoit qu'en réalité, l'article qui demande aux meublés de tourisme de s'aligner sur les exigences prévues pour la location meublée de longue durée, eh bien, n'entre en vigueur qu'au 1er janvier 2034. Dernier changement maintenant qui est contenu, dans cette loi, c'est, de nouveaux changements quant au régime microbique. Alors le régime microbique, il a beaucoup changé, en 1 an. Il faut savoir que juste avant la loi de finances 2024, il était, particulièrement avantageux, hein, pour les meublés de tourisme non classés ou classés, puisque donc vous les voyez, ce sont les colonnes en noir, avant la loi de finances 2024. On avait droit à 50 d'abattement dans la limite de 77 700 € de, recettes annuelles. Et pour les meublés de tourisme classés, 71 d'abattement dans la limite de 180 700 €. Pour le, rappeler très brièvement, pour le représenter très brièvement, le régime microbique, des meublés de tourisme, hein, il est très simple à comprendre. Chaque année, le loueur déclare, la totalité de ses recettes annuelles en même temps, que sa déclaration des revenus personnels, hein, dans un formulaire qui est le formulaire 2040 de CEPRO. Et ensuite, selon l'activité qu'il a déclarée, donc meublé de tourisme non classé, meublé de tourisme classé, location de longue durée classique, eh bien, il va bénéficier d'un taux d'abattement sur ce montant de recettes et l'administration fiscale calcule son imposition sur le restant. La loi Le Meur, donc, elle-même, elle propose de nouvelles modifications. On aurait des meublés de tourisme classés qui resteraient à 30%, 15 000 euros, donc qui seraient finalement alignés avec le régime microfoncier qui est applicable pour la location de locaux vides. Et pour les meublés de tourisme classés, on les alignerait sur la location meublée de longue durée, soit 50 d'abattement et 77 700 € de chiffre d'affaires annuel avant un passage forcé au régime réel, puisque je le rappelle, hein, c'est plafond du régime microbique. Quand on les dépasse, on doit passer au régime réel d'imposition. Est-ce que vous pouvez juste expliquer, pour un hébergeur, qu'est-ce que ça implique de passer au réel? Est-ce qu'il faut un expert comptable obligatoire? Enfin, voilà, qu'est-ce qui découle du passage du microbique au réel? Alors, il en découle que votre fiscalité, en fait, le principe du régime réel, c'est que plutôt que de bénéficier d'un taux d'abattement qui est censé tenir compte de vos frais usuels, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier de 2 mécanismes qu'on appelle la déduction des charges et l'amortissement. La déduction des charges, ça va vous permettre chaque année de déduire, de votre résultat fiscal, hein, de votre montant de recette, eh bien, tous les frais que vous avez engagés pour, votre activité de location, meublée de courte ou de longue durée d'ailleurs, hein, c'est équivalent pour les 2. Donc dans tous ces frais, vous allez compter tout ce qui va être, les factures, les assurances, les abonnements divers, les taxes, hein, la CFE par exemple est déductible, la taxe foncière est déductible au régime réel. En location de courte durée, vous allez également pouvoir déduire si vous faites des cadeaux de bienvenue, vous allez pouvoir évidemment, déduire les honoraires d'un gestionnaire. Globalement, toutes les dépenses vraiment, qu'elles soient liées de près ou de loin à votre activité de location meublée, enfin idéalement de près, vous allez pouvoir les déduire. Ça vaut aussi si on se déplace, pour ouvrir, aux locataires, pour leur donner les clés. Les frais d'essence peuvent être déductibles. Enfin vraiment, c'est, toutes les dépenses nécessaires à votre activité. La grosse difficulté aussi du régime réel, ça va être justement sur la question de l'amortissement. L'amortissement, pour le présenter très simplement, c'est un mécanisme qui vise à, eh bien, compenser la perte de valeur, l'usure naturelle des composants d'un bien au fil du temps. Donc en fait, globalement, le montant du mobilier présent dans les locaux, des travaux effectués ou des différents composants du logement, comme la toiture, les installations électriques ou autres, vont pouvoir faire l'objet d'un amortissement qui va se calculer différemment selon le composant. Donc c'est pour ça que, évidemment, quand on n'a pas tout en tête, c'est un petit peu compliqué à faire soi-même. Mais ce qu'il faut, bien garder à l'esprit, c'est que ces 2 mécanismes, en fait, ensemble, sont particulièrement avantageux
puisque souvent, le montant des charges à déduire et de l'amortissement permet d'écraser bien plus efficacement, le résultat fiscal que le régime micro-BIC. Est-ce qu'on peut passer au réel une année, puis après revenir au forfait, repartir au réel? Comment? Est-ce qu'il y a une durée minimale? Il n'y a pas de durée minimale, ça c'est une idée reçue par rapport à la location nue. En location meublée, l'option pour le réel, elle est d'1 an, reconductible tacitement chaque année. Donc une fois qu'on l'a demandé, on n'a pas besoin de le refaire chaque année. Par contre, si on veut repasser au BIC, l'année suivante, on peut. Même si généralement, c'est quelque chose qu'on voit assez peu en pratique. Généralement, les gens qui passent au réel vont rester au réel largement plus d'1 an, mais effectivement, c'est possible de passer du réel au micro-BIC. Alors sur la TVA, effectivement, c'est une remarque qui a été faite en tout début de présentation sur, qu'est-ce qui va se passer pour, pour les loueurs en meublé non professionnels et surtout pour les locations de courte durée qui vont, très certainement se retrouver assujettis, au paiement de la TVA. Alors, c'est un sujet qui est un petit peu, comment dire? Malheureusement, hein, qui est encore un petit peu flou. Pourquoi? Parce que, c'est un changement de doctrine fiscale. Autrement dit, c'est pas un texte de loi qui vient de déclarer, l'éventuel assujettissement des loueurs en meublé à TVA et le problème des changements de doctrine fiscale, c'est que, parfois entre, la théorie et la pratique, il y a un certain fossé. Donc, en l'état actuel, ce changement de doctrine fiscale viserait à rendre, les conditions qui permettent, de déterminer que les activités para-hôtelières sont remplies, beaucoup plus simples. Donc pour rappel, les activités para-hôtelières, il y en a 4. C'est, l'accueil même non personnalisé de la clientèle, la fourniture de petit déjeuner, la fourniture de linge et le ménage régulier des locaux. Or, en fait, ce changement de doctrine fiscale qui a été fait là, dans le courant du mois, je crois que c'était, courant du mois d'août, propose pour alors les locations de très courte durée, donc le texte dit moins d'une semaine. Donc déjà, là, il y aura une inconnue à trancher dans ce texte, c'est si moins d'une semaine, c'est 6 jours ou moins ou, bon, en tout cas, faut voilà, c'est pas très clair. Nous, on est parti du principe que ça voulait dire du coup moins de 7 jours, donc de 1 à 6. Et donc pour ces locations de très courte durée, effectivement, les critères en fait, seraient assouplis. Ça veut dire qu'on considérerait que le ménage régulier des locaux que cette condition est remplie, à partir du moment où le locataire, en arrivant, trouve un logement propre. Donc bon, bah, ça risque quand même d'être le cas systématiquement. Pareil pour la fourniture de linge. Avant ces conditions, hein, que ce soit le ménage ou la fourniture de linge, il fallait en fait que ce soit fait pendant le courant du séjour pour que ce soit considéré comme une prestation, qui soit, voilà, para-hôtelière. Maintenant, il suffit pour les très courts séjours que ces prestations, elles soient là quand le locataire arrive, donc qu'il ait du linge propre à disposition et qu'il ait un appartement propre pour considérer que, bah, ces 2 conditions soient remplies. Il nous en reste donc 2. Ce serait, la fourniture du petit déjeuner. Alors ça, c'est vraiment pas le cas partout. Par contre, l'accueil de la clientèle, pareil, c'est une condition qui sera très simple à remplir puisque l'administration fiscale, enfin la doctrine fiscale, considérerait maintenant que le fait d'avoir une boîte à clés, compte comme de l'accueil personnalisé de la clientèle. Enfin même non personnalisé, mais globalement, il y a un accueil de la clientèle. Donc, ce qui voudrait dire qu'un certain nombre, évidemment de, loueurs en meublé devraient payer la TVA puisqu'ils vont accomplir au moins 3 des 4 prestations par-hôtelière, puisque pour payer la TVA, il faut en accomplir au moins 3 des 4. Donc globalement, avec un logement propre, des draps propres et une boîte à clés, on se rend compte qu'on serait en train eh bien de compléter toutes les conditions et donc on se retrouverait à être soumis à la TVA. Alors pour autant, il y a 2 choses qu'il faut peut-être garder à l'esprit pour relativiser un peu cette mesure. Comme je vous le disais, elle va, nécessairement avoir besoin d'être précisée. Par exemple, qu'est-ce qui se passe, pour, les loueurs qui vont louer, un coup 5 jours, un coup 8 jours? Comment ça va se passer au niveau de la déclaration? Ça risque d'être assez compliqué, à ce niveau-là et encore une fois, le problème, c'est que, l'assimilation à une activité de para-hôtellerie, ça pourrait entraîner d'autres changements autres que celui de la TVA. Sur quels critères un maire peut dire qu'il est en zone tendue ou pas? Alors vous avez en fait, c'est pas des les maires ne choisissent pas. Il y a une, liste en fait des communes qui sont situées en zone tendue en France, qui a été d'ailleurs mise à jour en 2023. Vous pouvez la retrouver, alors je sais plus si c'est sur le site du service public, mais c'est assez simple. Il suffit de taper, sur internet, «liste des communes en zone tendue en France» et en fait, il y a un menu de recherche interactif. Il suffit de taper un code postal et on sait si la commune est en zone tendue ou pas. Donc le maire ne peut pas décider de lui-même, s'il l'est. Voilà, c'est sur décret. C'est justement aussi tout l'avantage alors on remarquera que ces changements pour l'instant ils touchent que le micro-BIC, du moins pour la location de courte durée. C'est vrai que justement on parlait de l'action d'un comptable, voire d'un expert comptable, pour le régime réel. C'est justement aussi le principe de faire une liasse fiscale qui va être certifiée. C'est qu'il y a vraiment une traçabilité beaucoup plus importante, pour ceux qui sont au régime réel,
que pour le microbic. On se rend aussi compte d'ailleurs qu'il y a encore beaucoup de loueurs qui aujourd'hui n'ont même pas encore obtenu le numéro de SIRET alors que c'est absolument obligatoire, contrairement à énormément d'idées reçues quand on fait de la location meublée, même si c'est quelques jours par an. Donc effectivement, il y a peut-être une volonté de permettre de forcer un passage au régime réel pour certains loueurs. Après, est-ce que vraiment, là, pour le coup, il faudrait en fait des chiffres sur lesquels se baser pour savoir, combien en fait, de combien est ou serait le manque à gagner, actuellement au vu de cette situation? Et est-ce que finalement de réduire les plafonds, permet de lutter contre ça? J'aurais plutôt tendance à penser que, réduire les plafonds se fait en fait simplement dans un souci de cohérence. Le but, c'est d'avoir des chiffres équivalents à de la location, de longue durée. Je représente ici la Fédération des Gîtes de France. Je ne sais pas, vous connaissez Gîtes de France. Nous sommes présents principalement à 90% dans les zones rurales. Les zones où il n'y a pas d'hôtel, les zones où il n'y a pas de camping, et les restaurants, les cafés, les supérettes, le boulanger sont contents généralement que nous soyons présents. Je pense qu'on aurait pu faire une distinction entre les loueurs qui sont dans les grandes agglomérations et les gens qui sont en zone rurale. Je vous donne 3 chiffres. Nous avons fait réaliser une étude par le cabinet MKG sur les retombées économiques de nos gîtes. Un gîte rapporte en moyenne, en retombées économiques, 45 000 euros par an. Donc 45 000 euros. Un propriétaire de gîte contribue fiscalement, par les contributions directes et indirectes, à hauteur de 7 500 euros par an. Et un propriétaire de gîte investit pour son gîte à peu près 11 000 euros par an. D'autre part, je vous donne un chiffre qui est valable que dans les Pyrénées-Orientales, je ne l'ai pas sur les autres départements de l'Occitanie. Pour 60% de nos adhérents, dans les Pyrénées-Orientales, le revenu du gîte représente au moins 50% du revenu de la famille. Je représente l'univers campagne. Ça fait 10 ans que nos territoires développent le tourisme de 4 saisons en faisant monter les propriétaires en gamme, en expliquant que s'ils montent en gamme, il y aura un petit bonus fiscal. Si demain ce bonus fiscal-là n'est plus là, je ne vois pas comment on va inciter les propriétaires à faire de la qualité. De manière très très simple, on parle de beaucoup de choses différentes, c'est ça qui rend complexe les choses. On voit bien qu'on est en zone tendue quand on parle de location touristique, de courte ou de longue durée. Pour faire simple, si on parle que de Airbnb, enfin tout le locatif en plateforme, on est passé en quelques années, en une dizaine d'années, de 0 à plus d'1 million de lits potentiellement, de lits touristiques potentiellement. C'est autant que toute l'offre touristique marchande, hôtellerie de plein air et locatif qu'on connaît mieux, les gîtes notamment. Donc c'est vrai, c'est un phénomène et on voit bien aux réactions que ça suscite, c'est un phénomène qui s'est imposé de manière importante et conséquente à nous en quelques années. Comptez sur nous pour essayer pour avoir bien pris en compte vos réactions aujourd'hui. On voulait quelque chose, Frédéric voulait quelque chose de très pragmatique et très pratique. Je pense qu'on a essayé je pense que ça, on a répondu à la question d'être dans le décryptage de cette loi-là. Merci Baptiste. Et d'abord, merci Baptiste. Merci à toutes et à tous.